Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Je reviens de vacances et j'ai fait jouer une petite partie jeu de rôle à la famille. Et ça fait plaisir. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais avant j'étais à Lille et en termes d'organisation c'était compliqué. Mais il s'avère que là, en août, on est parti en vacances avec mon père, mes sœurs et leurs copains respectifs. Et je leur ai fait faire une partie de jeu de rôle de Tales from the Loop. Alors Tales from the Loop, c'est un jeu auquel j'avais encore jamais joué. Je l'avais depuis un moment. Mais je l'ai pas fait tester et donc je me suis dit je vais emmener cette petite boîte d'initiation, comme ça devrait être assez facile à mettre en place sur le pouce comme ça pendant les vacances. Et je vais vous faire un retour déjà sur Tales from the Loop, mais aussi un peu sur la partie, comment ça s'est passé, parce qu'on avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient totalement débutants, ce qui était un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, faire jouer des débutants. Avant qu'on se lance, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que cette chaîne c'est le Bon MJ, ça parle de jeux de rôle, il y a des conseils, il y a plein de trucs, on parle de jeux qui sortent, que j'ai lus, on fait des tables rondes, des interviews, il y a plein de trucs, vous allez kiffer, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, etc. Donc grosso modo, Tales from the Loop, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui va se passer dans les années 80, à la Stranger Things, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le qualifier assez rapidement. C'est produit par Free League et traduit en français par Arcane Asylum. On va jouer des enfants, donc on a tout de suite tout cet imaginaire des films des années 80, les kids on bikes, les problèmes d'école, les petites amourettes de collège et tout, la musique des années 80, toutes les rêves des années 80, Stranger Things quoi. La différence qui fait que c'est pas Stranger Things, c'est qu'on est moins sur du surnaturel, genre avec des monstres qui viennent d'un plan parallèle, etc. On est plutôt sur des enquêtes qui tournent autour de nouvelles technologies, parce que le twist un peu des années 80 de Tales from the Loop, c'est qu'il y a des loops qui ont été construits. En gros, il y a des nouvelles technologies qui ont été trouvées, la magnétrine, machin et tout. Grosso modo, vous avez des sortes de centrales secrètes. Il y en a une en Suède et une aux États-Unis. C'est les deux pays un peu de base dans lesquels on vous propose de jouer. Et à l'intérieur de cette sorte de centrale de scientifiques, il y a des expériences qui sont menées. On fabrique des robots. Ils font partie du quotidien, les robots. On a également des sortes de zeppelins magnétiques, etc., qui volent dans le ciel. Donc on a des technologies complètement alternative, une histoire un peu alternative. Et puis évidemment, il y a des expériences qui tournent mal, des trucs qui peuvent avoir à voir avec du voyage temporel, des trucs, c'est plus axé comme ça sur de la tech, on va dire. Et dans ce jeu, on va jouer des enfants du coup, avec tous les tropes intéressants qui vont avec, et on va essayer de résoudre des mystères, parce que évidemment, les enfants sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe, alors que les parents, ils sont pris dans le quotidien, ils ne voient pas à travers le voile. Le système qu'on va utiliser, c'est le système Year Zero de Free League, donc c'est celui qui est utilisé pour Alien, qui est utilisé pour Mutant Year Zero, qui est utilisé pour Forbidden Lands. Alors à chaque fois, il est un peu différent, il est un peu modifié. Utilisé aussi pour Weissen, etc., etc. C'est pas un système dont je suis fan, personnellement. Déjà parce que c'est des brouettes de D6, donc je trouve qu'en termes de fluidité de jeu, on est souvent en train d'essayer de compter les dés qu'on va devoir utiliser, etc. Si on n'a pas assez de dés en plus, là j'avais pris que les dés de la boîte de base, on doit aller faire « Attends, t'as pas un dé à me passer, etc. » Bon, ça c'est un problème qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux, sauf les jeux qui utilisent de genre 2D6, des trucs comme ça. Tous les jeux où vous avez plusieurs types de dés et tout, si vous n'avez pas suffisamment de dés, ça peut un peu casser la fluidité. Mais au-delà de ça, l'autre problème que j'ai un peu moi avec Free League, c'est qu'en gros le système c'est vous jetez, avec Free League, avec le système Year Zero, c'est que vous jetez plein de D6 et vous gardez que les 6, et c'est des réussites. Et si vous avez des 6 excédentaires, vous avez une réussite améliorée. Et si vous voulez, vous pouvez relancer vos dés, tous ceux qui n'ont pas fait 6, pour essayer d'avoir plus de 6. Mais ça va vous coûter des ressources, des points de vie, des trucs comme ça. Grosso modo, c'est ça, le système de Year Zero, et je vous expliquerai pourquoi pendant la partie ça m'a pas tellement plu. Donc voilà un peu pour la présentation du jeu grosso modo. Alors qu'est-ce que vous avez comme matériel dans la boîte d'initiation? Vous allez avoir la carte, la carte de la région, qui très concrètement ne sert pas à grand chose. Ne sert pas à grand chose, je trouve. Vous allez avoir des pré-tirés qui eux sont vachement bien faits. Ils ont vraiment des relations qui les lient tous ensemble et qui permettent de créer un peu de drama et des histoires entre les personnages, ce qui est quand même assez important dans un truc à la Tales from the Loop, je pense, surtout dans un one-shot comme ça, vu que c'est un scénario d'initiation, vous allez jouer une soirée, vous avez envie tout de suite qu'il y ait des petites relations entre les personnages, qu'il y en ait un, il est un peu secrètement amoureux de machin, l'autre il veut protéger truc parce qu'il le considère comme son petit frère, mais en même temps il a un peu honte de lui parce que c'est un peu un nerd, alors que lui c'est le chef de l'équipe de football américain, vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces petites relations classiques des films de ce genre, je trouve qu'elles sont bien retranscrites dans les pré-tirés. Vous avez aussi les dés pour jouer, puis vous allez avoir un livret de règles avec les règles du jeu et un peu une petite présentation de l'univers, et un scénario. Je parlerai du scénario à la fin parce que c'est un peu spoilant et je vous préviendrai quand je le ferai. Donc je trouve que la boîte est plutôt efficace. Je l'ai lu très vite le premier jour de mon arrivée en vacances, j'ai mis quelques notes dans un carnet et 5 jours plus tard je faisais jouer la partie, donc la prise en main était plutôt bonne et il y a des bons conseils dedans pour faire jouer le truc. Alors
moi j'ai toujours le biais parce que j'ai déjà mené quand même des tonnes et des tonnes de parties de jeux de rôle, donc je sais pas si cette boîte peut être impressionnante pour un débutant, c'est assez difficile de se mettre à sa place, mais moi je pense que non, je pense qu'elle est bien faite pour les débutants. Maintenant je vais un peu vous dire ce que je trouve qui a été cool, les petites anecdotes de la partie, etc. etc. Je vais aussi vous dire ce que j'ai trouvé moins bien. Avant ça, je vais juste vous présenter rapidement le scénario, du coup. C'est arrivé plus rapidement que ce que je pensais dans mon discours, le moment où je devais expliquer le scénario. Donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler, bah, mettez un like, abonnez-vous, mettez la petite cloche, et puis partez. Mais faites les 3 trucs que je vous ai dit avant. Donc du coup, le scénario, grosso modo, c'est l'enfant recyclé. C'est-à-dire que les enfants, c'est le nom du scénario, donc ça en dit déjà long sur le scénario. Les enfants vont au collège. Il y a un nouveau qui est arrivé depuis quelques temps, il est assez fort en tout, il est intelligent, il est fort en sport, il est super sympa, etc. Et en fait, cet enfant, c'est un enfant robot qui a été fabriqué pour des parents qui étaient dans l'incapacité d'avoir un enfant par une ancienne membre du Loop, donc de la sorte de société de scientifiques là. Elle leur a fabriqué un enfant qui s'appelle Pell. Ça s'appelle Pell. Je sais pas comment ça se dit, mais ça c'est le nom qui lui est donné en suédois. Nous, comme on jouait dans la version États-Unis, il s'appelait Charlie. Et donc Charlie, c'est un enfant robot. Un jour, Charlie, il a un accident. Il se fait renverser en voiture par le père d'un des PJ, d'un des pré-tirés. C'est un détail, je vais pas aller à fond dans les détails, mais ça peut quand même être intéressant pour le scénario. Il se fait renverser, le père sort de la voiture, il fait « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mon Dieu !» Et en fait, il est pas mort, il est abîmé. Et dans les jours suivants, ses cogitateurs, son cerveau va commencer à se mettre en burn-out. Il devient fou, il commence à réfléchir trop vite, il surchauffe, et commence à faire plein de calculs et tout, et à devenir un peu conspirationniste, ce qui est plutôt une bonne idée dans cet univers quand même, parce qu'il se passe des trucs chelous, mais à un point trop avancé. Il commence à croire qu'il y a des aliens et tout. En fait, il devient trop intelligent, il fait plein de calculs de toutes les hypothèses, des attaques, il pense que la CIA va l'attaquer et tout, il devient complètement parano, et hyper intelligent. En gros, le côté robot vient écraser le côté humain de l'intelligence artificielle de Charlie. Il commence à se fabriquer un gant qui lui permet de contrôler les autres robots et tout, et à essayer de repousser cette menace imaginaire. Il devient fou. Voilà, il devient fou. J'aurais pu dire ça dès le début. Et du coup, ce qui se passe grosso modo, c'est que les PJ, un beau matin, ils arrivent au collège, boum, ils voient qu'il y a un de leurs professeurs qui a été agressé, et de fil en aiguille, ils découvrent qu'il a été agressé par un robot qui était contrôlé par Charlie. Ça les mène un peu sur la piste de Charlie, parce que aussi Charlie a disparu du collège. Et donc ils vont pouvoir aller chez Charlie pour découvrir que Charlie est un robot, trouver des indices qui vont leur permettre de retrouver les parents de Charlie pour leur poser des questions, retrouver aussi la conceptrice de Charlie, et tout ça va les mener finalement vers les tours de refroidissement du Loop, qui sont dans une zone sécurisée dans laquelle ils n'ont pas le droit d'aller normalement, dans laquelle s'est réfugié Charlie, et il s'apprête à complètement burn-out et genre à mourir finalement, entre guillemets, à perdre sa personnalité complètement, à devenir défectueux. Et donc ils vont pouvoir essayer de le sauver, le convaincre de revenir, etc. Le convaincre d'aller voir ses parents pour se faire reprogrammer et tout et tout. Mon bureau, il est pas stable, je suis sur des vieux tréteaux, et du coup je perds en focus de la caméra. Aïe aïe aïe. Voilà grosso modo le scénario. Alors déjà, le scénario peut être relativement long vu comme ça, et un des excellents conseils que j'ai trouvé dans la boîte, qui disent tout de suite, c'est vous pouvez raccourcir le scénario, et voilà comment faire. Vous déplacez les indices d'un endroit vers un autre, ou vous limitez le nombre d'indices. Parce que grosso modo, quand ils vont aller visiter la maison de Charlie, ils vont avoir une piste qui va les mener vers la conceptrice de Charlie, et une piste qui va les mener vers les parents de Charlie. Et du coup, ça peut leur faire voilà, des allers-retours un peu inutiles pour avoir des informations qui vont pas faire avancer l'intrigue. Et donc un conseil qu'on vous donne, qui est un très bon conseil, c'est réduisez la complexité pour raccourcir le scénario. C'est ce que j'ai fait, parce que voilà, ma sœur a un bébé, etc. Donc on pouvait pas jouer pendant 50 000 ans, et le lendemain on repartait. Donc ça c'est un bon conseil que j'ai trouvé. Un truc que je trouve vraiment cool aussi dans les conseils qu'ils donnent, c'est de gérer le jeu vraiment par scène. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent pour ce jeu, parce qu'on le pense très cinématographique, on a beaucoup de refs comme ça, de films genre E.T., etc. Et donc on n'a pas envie de se concentrer sur vraiment la simulation, etc. On veut jouer vraiment que les scènes intéressantes. Dans d'autres jeux, on peut tendre vers des scènes un petit peu plus... qui feraient pas partie d'une fiction, qui feraient pas partie d'une histoire, parce qu'on est plus dans la simulation et tout. Je pense que là, vraiment, dans Tales from the Loop, ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Et donc, dans la boîte de base, on vous parle déjà des ellipses et de comment gérer scène par scène. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Un autre conseil qui est donné, et qui est très très bon, c'est de jouer les scènes du quotidien. De pas que se concentrer sur le mystère, sinon on passe à côté, en fait, du côté où on joue des enfants, Tales from the Loop et tout. Donc, de jouer des scènes du quotidien. Et un truc qui est vraiment bien vu, je dirais, pour bien respecter le ton du truc, c'est qu'on vous dit de bien mettre en avant dès le départ que les parents ne servent à rien. Dans ces films-là, les parents ne servent à rien. Ou c'est plutôt rare. Les adultes, ils vont dire aux enfants « mais non, c'est le fruit de ton imagination, etc. » Les enfants peuvent pas compter sur la police et tout, sinon ça casse le côté « on est des enfants qui vivent une aventure ». Et donc tous ces trucs-là,
eh ben, je les ai dit dès le début de la partie, et je pense que ça a beaucoup joué, et ça me conforte dans l'idée que si vous voulez avoir une partie de qualité, eh ben, c'est bien de poser les attentes dès le début avec les joueurs, de poser les bases, le ton, etc. Et je trouve ça assez cool que dans une boîte d'initiation, on vous donne les clés pour faire ça pour une première partie, parce que c'est pas forcément évident. Tous les jeux ne le proposent pas, et là je trouve que c'est bien fait. Dès le départ, j'ai dit les parents ne serviront à rien, on va jouer que les scènes intéressantes, etc. Et du coup, tout le monde s'est aligné là-dessus. Ça n'a pas été compliqué. Dès qu'il y en avait un qui disait « Ah, on devrait appeler la police », il y en a un autre qui répondait du tac au tac « Non, la police ne va rien faire, tu sais bien, c'est des gros losers, ils font que manger des donuts toute la journée. » Et du coup, j'avais pas besoin de faire jouer la scène de police et d'envoyer chier les enfants avec les policiers. Ce qui est une scène finalement assez peu intéressante. Les joueurs entre eux avaient tout de suite pris en considération ça, et ça nous a évité des scènes inutiles, grosso modo, pour jouer un truc condensé et cinématographique. Un truc que j'ai fait et que j'ai trouvé plutôt cool pour poser aussi le ton dès le départ, qui n'était pas forcément conseillé par le bouquin, je crois pas, c'est tout simplement, avant toute chose, avant de commencer à sortir les pré-tirés, etc., de dire aux joueurs, voilà, ce soir on va jouer dans les années 80, un peu à la Stranger Things, dites-moi tout ce que ça vous évoque. Et comme ça, pendant 5 minutes, chacun met une petite musique des années 80, chacun dit « Ah ouais, il y a ce film-là et tout, qui était de l'époque. Ah oui, les enfants sur des vélos, etc. » Et du coup, en fait, ils se sont tous échangés entre eux les rêves qu'ils ont, et ça a permis de tout de suite construire un peu l'imaginaire des années 80. Ensuite, j'ai amené le twist. J'ai dit, par contre, on va jouer dans les années 80, mais avec un twist. Et là, je leur ai montré les images. Je pense que c'était important pour que tout le monde soit aussi aligné en termes d'univers visuel, voit un peu dans quel genre d'univers visuel on joue. Si j'avais montré des images de manga, on aurait pu penser à un truc un peu plus épique, vous voyez ce que je veux dire. J'avais montré des images sombres et tout, ça aurait tout de suite mis un truc plus dark. Là, j'ai montré les illustrations de Tales from the Loop, qui sont vraiment cool d'ailleurs, je vais essayer de vous en afficher 2-3. Et ça leur donnait un univers visuel, et puis ça leur montrait aussi à quoi ressemble cette fameuse technologie du loop. Et donc du coup, ça a été très très fluide. Et pourtant, au départ, je me disais, ah, comment ça va se passer? Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des joueurs débutants et tout, j'étais légèrement stressé. Donc on avait dans les joueurs mon père, ça déjà c'était bien drôle, qui jouait dans les années 70-80, donc qui avait un profil assez particulier, assez... Ah, non, en réalité je l'aurais pas prédit comme ça, mais on y revient après. Il y avait ma sœur aînée et son conjoint, et il y avait ma petite sœur et son copain. Et en fait, on a eu des profils de joueurs très très différents, et ça c'était assez cool. Mon père, genre, il était en mode complètement méta, mais dans le mauvais sens du terme, mais genre vraiment, il jouait un peu old school. Alors déjà, ce qui était très cool, c'est qu'il jouait bien son personnage et tout. Pas en termes théâtral, mais il avait une bonne compréhension, ça se voyait un peu des enjeux du personnage. Il essayait de mettre en scène son personnage de telle ou telle manière, de bien jouer le personnage, il fait faire des actions cohérentes, parce qu'en fait, lui, il jouait un peu le nerd qui a un petit rat et tout, genre, qui se fait un peu écraser par les autres, un peu geekos, un peu amoureux d'un des autres personnages. Ça, il l'a très bien joué, même si c'était pas théâtral, il faisait pas des voix, etc. Par contre, le truc qui me faisait bien rire et qui était assez pas old school, mais assez scolaire, enfin qui était assez symptomatique de la manière dont il devait jouer avant, et du coup c'était assez drôle de le voir, c'est qu'il était vraiment en mode « Ah, moi je suis pas très fort en technique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort en technique? Moi j'ai que 3 points, parce qu'en fait il faudrait qu'on fasse ça et tout. » Il avait vachement une approche assez mathématique du jeu, donc ça c'était assez marrant, c'est un profil de joueur que j'ai plus tellement. Ma sœur aînée et son conjoint, eux, ils étaient plutôt théâtraux, à jouer vraiment plus le roleplay en fait, et ma petite sœur aussi d'ailleurs. Vraiment le roleplay, à se mettre dans leur personnage, à faire des voix pour certains, à faire émerger des trucs, parce que aussi je leur ai tout de suite fait comprendre sans leur dire qu'il y avait de l'émergence. J'aurais tout de suite fait jouer une scène du quotidien au début et je leur ai dit décris-moi ta maison, décris-moi ta morning routine, comment ça se passe quand tu te réveilles avant d'aller au collège. Et du coup, très très vite, ils se sont mis à faire de l'émergence naturellement. C'est pas du tout un truc d'élite, hein, l'émergence. Je dirais même que c'est plus difficile parfois de se contrôler un petit peu et de jouer très dans son personnage que de faire émerger des trucs autour de soi. C'est pas du tout le même gameplay, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais eux, ils étaient vachement là-dedans, dans l'interprétation. Et pour certains, l'émergence. Et le dernier, le copain de ma petite sœur, c'était encore vraiment une autre catégorie de joueurs. C'était le joueur qui essaye de prendre le contrôle total de la narration, un peu le joueur MJ. C'est-à-dire que quand je lui disais de décrire une action de son personnage, il disait « En fait, mon personnage, il fait ça. Et du coup, il y a tel PNJ qui vient faire ça. Et là, mon personnage, il est blessé. » Et tout. Il était vachement dans le storytelling, à commencer à décrire toute la scène dès que c'était son tour. Donc ça, c'était assez marrant. Un peu difficile à gérer, mais en fait, j'ai lâché du lest
très clairement. J'aurais pas laissé faire, enfin j'aurais essayé d'organiser un peu plus le tour de table et la répartition de la parole en temps normal dans une partie classique. Mais là, comme c'était des débutants, j'avais envie, voilà, qui y aillent à l'instinct, qui foncent dans le tas. Surtout que tout le monde était très volontaire, ce qui m'a aussi étonné, parce que sur 5 personnes qui ont quasiment jamais fait de jeu de rôle ou qui en font plus depuis très longtemps, on aurait pu avoir comme ça des difficultés et tout. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça aurait pu ne pas du tout plaire. Enfin, je veux dire, je m'attendais à ce que ça se passe moins bien, quand même. Et en fait, ils étaient tous à fond dedans. Donc ça, c'était très très cool. Du coup, moi, j'ai pu mettre les bouchées doubles, et ça fait une très très bonne partie. Il y en a certains à la fin qui m'ont dit qu'ils ont eu peur, alors que c'était une ambiance chaotique. Ça m'a assez étonné. Je les ai laissés vraiment jouer comme ils voulaient, donc ils se parlaient les uns au-dessus des autres, genre vraiment ils se coupaient la parole, c'était vraiment le bordel. Moi j'observais ça avec un peu d'amusement, je me disais ça ressemble un peu finalement à des enfants qui jouent. Donc ça colle plutôt bien au thème, je vais laisser faire ça. Mais ouais, il y en a quand même qui ont dit qu'ils ont eu un peu peur. Alors effectivement, j'avais mis des musiques de Stranger Things sur mon téléphone, un peu roots, donc ça mettait quand même une ambiance. Mais j'étais quand même étonné. C'est ma petite sœur qui m'a dit qu'elle a eu peur, alors que vraiment la conversation était hyper informelle, genre en mode tout le monde parlait les uns au-dessus des autres. C'était un peu, on faisait plein de blagues et tout, donc c'était étonnant. Mais bon, c'est cool, ils ont eu des émotions et ils m'ont demandé de rejouer. Malgré le chaos que j'ai volontairement laissé se mettre en place, je me suis dit, première partie, on va pas commencer à faire chier en disant ok, on va faire des tours de table pour que chacun ait la parole et tout, parce que sinon, tout de suite, ça rend le truc un peu plus cérémoniel et j'avais pas envie de ça pour cette petite partie à l'arrache. Donc vraiment, j'ai bien aimé Tales from the Loop, j'ai beaucoup aimé les scènes du quotidien, etc. Donc grosso modo, c'était plutôt une bonne expérience. Moi, je recommande le jeu. Après, je vais quand même parler du truc que moi j'aime moins bien. C'est tout simplement le système Year Zero. En fait, pendant longtemps, je trouvais ça excitant, le système Year Zero. Je l'ai testé dans plusieurs trucs. J'ai testé dans Alien, j'ai testé dans Forbidden Lands, je l'ai testé dans Mutant Year Zero et maintenant dans Tales from the Loop. Donc j'ai fait plusieurs jeux avec le système Year Zero. Jamais fait de grandes campagnes. Donc avec le temps, peut-être que ça se lisse en termes d'expérience, etc. et que ça joue mieux. Mais moi, le problème que j'ai, je sais pas. Pour moi, la lecture des dés n'est pas naturelle. C'est un peu débile, hein, c'est vachement du feeling. Parce que concrètement, le système est pas très complexe. Enfin, il n'est pas très dur à cerner, mais moi, il me correspond pas. Et puis, un des problèmes que j'ai eu avec cette partie de Tales from the Loop, c'est que finalement, j'avais l'impression que les PJ avaient 40 000 ressources pour relancer les dés sans que ça leur coûte pas grand chose. Déjà, ils ont des points de chance qui leur permettent de pousser leur jet de dés sans subir de conséquences. Ils ont la possibilité de cocher les conséquences d'eux-mêmes pour pouvoir relancer les dés. Ils ont aussi une fierté qui leur permet de relancer, enfin d'avoir des réussites gratuites, etc. Et je trouvais qu'en fait, finalement, les jets de dés ne servaient pas à grand chose, qu'ils racontaient pas grand chose. Peut-être que j'ai pas fait assez lancer les dés pour épuiser leurs ressources. Je pense que c'est ça. Je faisais pas assez lancer les dés régulièrement, etc. Et donc finalement, à aucun moment ils se sont sentis en danger, à aucun moment ils ont raté des jets de dés parce que grâce à leurs ressources, ils réussissaient tout le temps. Et en l'occurrence, ça a pas amené énormément à la fiction, j'ai eu l'impression. Bref, j'ai pas eu un très bon feeling. Et déjà sur Forbidden Lands, quand j'avais lancé une campagne, même si j'étais ultra excité au départ par les règles, au bout de 2-3 parties, ça collait plus trop. Mutant Year Zero, pareil, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc je crois que je suis pas trop fait pour ce système. J'irai pas vous dire que c'est nul, mais moi je le vois pas vraiment comme tip top. Je préfère en fait les D20. Moi j'aime bien les D20 en vrai. J'aime bien les D4, les D6, les D8, les D10, les D12. J'aime bien les règles qui dérivent de Donjons et Dragons. J'aime bien aussi les règles qui dérivent du Powered by the Apocalypse. Mais les brouettes de dés de Free League, enfin de Year Zero Engine, parce que tous les jeux Free League n'utilisent pas ces règles, je suis un peu moins fan. Voilà. Mais ça n'a pas du tout empêché que ce soit une bonne partie. Et comme c'était pas une campagne, finalement, les règles, c'était pas au cœur du truc. Ils découvraient le jeu de rôle, on a fait ça de manière très loose, et c'était sympa. Donc voilà, c'était un petit retour de partie de vacances, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, etc. pour avoir pour ne pas rater les futures vidéos tout simplement. Allez, ciao. Tree